Vous connaissez Call of Duty. Vous y avez déjà joué, et même sans ça, vous savez ce que c'est. Mais est-ce que vous saviez que cette licence s'est vendue en jouets? Et quand je vous parle de jouets, je vous parle pas de figurines Hasbro Collector Series. Non, je vous parle d'un jouet pour enfants. Oui, Call of Duty s'est vendu en briques. Et croyez-moi, c'est pas qu'une simple histoire de jouets. Ladies and gentlemen, I plan to speak to you tonight to report on the State of the Union. The events of earlier today have led me to change the course of conversation. Today is a day for mourning and remembrance. Nancy and I are going to report on the Megablox se présente comme Lego. Il possède diverses gammes, c'est une entreprise familiale, et ils produisent des briques de construction de diverses tailles. Et l'année 2005 marque une nouvelle ère pour l'entreprise, car ils remportent un procès qui les opposait à Lego. La firme danoise les accuse de copier illégalement leurs briques, mais la Cour pénale du Canada décide qu'en aucun cas, les briques Megablox représentent une contrefaçon de Lego. Pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que les briques Lego elles-mêmes proviennent à l'origine d'un brevet du nom de Kiddicraft. Et donc Lego n'est pas détenteur des droits. Et c'est à ce moment-là que Megablox va prendre un tournant vertigineux. Déjà, dès 2006, ils vont changer de nom pour Mega Brands Inc. Mais aussi, ça veut dire que Mega peut vendre ses produits en Amérique du Nord et en Europe sans se soucier de menaces juridiques. Mega devient un vrai concurrent pour Lego. L'entreprise québécoise va alors rechercher un moyen de se démarquer, et notamment au niveau de leurs figurines. Et la transition va se faire à partir d'un contrat. Car si Lego a son Star Wars, Mega aura son. Avec Halo, les figurines passent à un niveau supérieur. Les designers décident de remanier complètement leurs figurines et de l'articuler à 100%. L'objectif de Mega est clair. Faire mieux que Lego, en faisant ce que Lego ne fait pas. La principale distinction est celle-ci. Si Lego est la référence du jeu de construction pour Hollywood, alors Mega sera la référence du jeu vidéo. Après leur contrat avec Microsoft, Mega va alors signer avec Ubisoft et Activision Blizzard. Ils créeront diverses gammes sur diverses licences, et notamment celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Après les événements du 11 septembre 2001, les États-Unis entrent dans une nouvelle ère de paranoïa et de patriotisme. 10 ans après la fin de l'URSS, le nouvel ennemi, c'est le terrorisme. Durant cette période, le gouvernement américain en profite pour décupler le budget de l'armée, mais ils vont aussi utiliser leur soft power. Grosso modo, l'armée états-unienne décide d'aider le financement de tous les projets, films, séries, etc., qu'ils les mettent en avant. En termes de jeux vidéo de guerre, c'est principalement la Seconde Guerre mondiale qui est mise en avant, et 2007. Call of Duty 4 Modern Warfare. Ainsi, Call of Duty s'impose comme la référence absolue du FPS militaire durant plus d'une décennie, et c'est bien cet opus qui va permettre un financement partiel des prochains épisodes par l'armée américaine. Le jeu vidéo est devenu propagande. Et cette alliance d'apparence anodine m'a fait me poser une question. Où s'arrête le jouet ? La licence Call of Duty est dans un âge d'or. Après un enchaînement de succès internationaux, proposant tantôt un conflit mondial dirigé par des revanchards de la guerre froide, tantôt un complot au sein du gouvernement américain en pleine crise de Cuba, avec un titre qui sort par année, tout le monde s'attend à ce que la licence aille de mieux en mieux, en termes de gameplay et en termes de narration. L'opus de l'année précédente, Black Ops 2, avait réussi l'exploit d'allier choix alternatif et action dans une saga de jeux populaires. Alors, tout le monde s'attend à un Black Ops 3 pour 2013. Mais c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Black Ops 3, lui, arrive en 2015, et ce n'est pas un opus comme les autres. Et il me paraît même essentiel à la compréhension de la fin de l'âge d'or de la licence. Pour la première fois, la guerre n'est plus représentée comme un terrain de jeu héroïque, mais comme une expérience confuse, fragmentée, presque irréelle. Là où Call of Duty a longtemps raconté le conflit du point de vue des Américains, en opposant le bien au mal, Black Ops 3 ne cherche plus à glorifier une nation, mais à questionner le système qui fabrique les soldats, les conflits et même leurs souvenirs. L'ennemi n'est plus clairement identifiable, ce n'est ni un pays ni une idéologie.
C'est une chaîne de commandement, une technologie omniprésente vendue par des sociétés privées, et une guerre devenue trop complexe pour qu'on puisse la comprendre à échelle humaine. Dans Black Ops 3, la guerre ne se vit plus seulement sur le terrain, elle se joue dans la mémoire. Une mémoire modifiée, fragmentée, reconstruite, dont on ne peut jamais être sûr de rien. À un moment du jeu, un souvenir de Sarah Hall évoque la bataille des Ardennes, de 1944. Décrite comme la plus grande bataille de l'histoire. Une affirmation discutable historiquement, mais très révélatrice symboliquement. Dans l'imaginaire américain, les Ardennes représentent l'un des derniers grands moments héroïques de la Seconde Guerre mondiale. Un moment de sacrifice, de chaos, mais aussi de victoire morale. Mais replacé dans un récit où les souvenirs sont artificiels, cette référence n'est pas anodine. Black Ops 3 ne critique pas directement l'histoire ou bien même la guerre. Il interroge la manière dont elle est racontée, transmise et parfois idéalisée. La bataille n'est plus un fait historique, elle devient un symbole. Un souvenir simplifié, amplifié, presque reconstruit pour donner un sens à une identité militaire. Black Ops 3 est le dernier Call of Duty à poser cette question essentielle. Qu'est-ce que la guerre fait à ceux qui la vivent et comment la raconte-t-on ? Et c'est précisément à ce moment-là que la guerre devient un produit, un souvenir, transformé en spectacle, puis en jeu, et enfin un jouet. Activision invite alors les designers de chez Mega à découvrir l'avenir de la licence. Mais très vite, une question se pose. À qui s'adresse cette gamme ? Aux nouveaux joueurs ou à ceux qui ont grandi avec Modern Warfare et Black Ops ? Et une décision va finalement être prise. La première vague sera directement liée à Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Black Ops 2. Que ce soit les lieux, les équipements, les armes, les unités militaires, bref, tout doit être reconnaissable et tout doit être fidèle. Et c'est là que le premier obstacle apparaît. Call of Duty repose sur un réalisme visuel extrême. Pas dans son gameplay évidemment, mais dans ses armes, ses équipements et ses silhouettes. Même si parfois on dirait qu'aucun des devs n'a mis les pieds dans une armurerie. Non mais sérieux, ça existait même pas à l'époque. Chez Mega, la figurine type, c'est celle-ci. Très détaillée, très articulée, mais encore loin du corps humain. Et donc, il faut repenser de nouveau la figurine type. Alors, après ce travail fait, les figurines deviennent légèrement plus grandes, les articulations sont dissimulées, et le réalisme prend le pas sur la brique. Et pour les armes, Mega trouve peut-être la meilleure idée de toute cette gamme. L'arme modulaire. Silencieux, chargeur, cross, chaque arme devient un système. On ne construit pas simplement une arme, on la crée. Mais à ce stade, une limite est franchie. Le jouet ne cherche plus à simplifier la guerre, il cherche à la reproduire. Chez Mega, le constat est clair, cette gamme ne s'adresse pas à tout le monde. Elle devient donc Call of Duty Mega Bloks Collector Series. Ah, et on ajoute aussi un 14+, sur la boîte. Autre problème, le temps. Entre les changements de design des figurines et la complexité des sets, aucun produit ne sort pour l'opus de 2013. Mais malgré tout ça, fin 2013, les Collector Series arrivent. En France, Mega Call of Duty ont arrêté d'être commercialisés à partir de 2017 environ. Ce qui fait que les sets sont plutôt... Vous êtes des malades. Ici nous parlerons uniquement de Dome, car je pense que ça suffit largement pour comprendre les concepts de la gamme. Pour ceux qui veulent, je ferai une vidéo bonus complément de cette partie, qui sortira donc la semaine prochaine, où on se penchera un peu plus dessus. Sur ce, commençons. Dome, c'est la map la plus iconique du multijoueur de Modern Warfare 3. Ce set est l'un des plus gros jamais réalisés dans la gamme, et montre les ambitions que les designers avaient au début. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le dôme en lui-même. La reproduction de la structure est réellement incroyable. C'est l'une des forces de Mega. Les designers ont une liberté totale sur la conception des sets et de leurs pièces, ce qui permet aux sets de se réinventer en permanence. La structure peut s'ouvrir en deux et nous laisse admirer rien du tout. Ouais. Le plus gros problème de Mega, c'est qu'ils ont jamais réussi à meubler leur construction. Le dôme est accompagné d'un drone MQ-9 Reaper, très fidèle à celui de notre réalité, et les détails sont vraiment fascinants. On a aussi le droit à une tourelle automatique, ainsi que 3 soldats, que j'ai remplacés par 3 soldats qu'il me restait de l'époque. On va passer aux armes modulaires.
À la sortie de la gamme, il existait 6 types d'armes. Le MP5, le M4, l'AK-47, le Spas-12, le RPG-7 et le Beretta. Toutes ces armes, hormis le Beretta et le RPG-7, ont le même corps d'armes. Seul le canon et les croches changent. D'ailleurs, j'ai été assez saisi par la justesse des modèles. En prenant des photos pour la miniature, comme vous pouvez le voir, j'ai juste atténué un peu la couleur et on dirait quasi de vraies personnes. Sur ce point, l'objectif de Mega est réussi. Ils ont réussi à rendre l'univers de Call of Duty palpable. Ils ont rendu le plastique réel. En 2022, le média américain Mind Press News publie une enquête troublante. Des documents officiels révèlent que l'armée américaine aurait activement influencé le développement de plusieurs Call of Duty, et ça depuis de nombreuses années. L'enquête est menée par le journaliste Tom Secker, qui obtient légalement des preuves détaillant les liens étroits entre Activision et l'appareil militaire américain. Cette collaboration est décrite comme active et non symbolique. Parmi les noms cités, Coco Francini, coproductrice de la licence, aurait effectué de nombreux allers-retours dans des bases militaires américaines. D'autres documents montrent que l'US Marine Corps a directement participé à la production de Modern Warfare 3. Dès 2010, Activision sollicite l'armée pour l'E3, afin d'utiliser du matériel militaire réel, notamment des aéroglisseurs présents dans le jeu. Mais cette coopération n'est pas gratuite. En échange, l'armée bénéficie d'une vitrine de communication et de recrutement parfaitement intégrée à la mise en scène du jeu. Plus troublant encore, d'anciens membres du cabinet de communication militaire, notamment de l'Air Bush, travailleront ensuite directement chez Activision. L'enquête révèle aussi que Chance Klasko et Dave Anthony, deux figures importantes d'Activision, sont membres de l'Atlantic Council, un think tank étroitement lié à l'OTAN et aux intérêts militaires américains. Dave Anthony assumera d'ailleurs publiquement cette collaboration lors de Black Ops 2, expliquant avoir consulté des conseillers militaires pour ajouter, je cite, des détails que nous n'aurions jamais pu connaître autrement. L'armée ne se contente pas de conseiller, elle influence aussi ce qui ne doit pas être raconté. Le jeu vidéo est devenu si populaire que l'US Army l'utilise comme outil culturel, narratif et de recrutement. Et Call of Duty, sous couvert de divertissement, participe à façonner une vision du monde où la guerre devient lisible, justifiable et presque nécessaire. Oui, on parle toujours de Megablox. Et oui, on a passé plus de temps à raconter les relations entre le gouvernement américain et Call of Duty que de la gamme elle-même. Si j'ai fait ça, c'est pas parce que je me suis perdu en écrivant cette vidéo. Et si je vous ai parlé de Black Ops 3, c'est pas pour rien non plus. On peut imaginer qu'après la sortie d'un jeu aussi critique dans son message, eh bien que ce n'est pas trop plu à l'armée américaine. Et d'ailleurs, à partir de 2016, on a le droit au retour du patriotisme américain, et surtout aux grands films spectaculaires anti-russes, anti-tout ce qui n'est pas occidental en fait. Vous vous doutez bien que si l'armée a une aussi grosse place dans les décisions prises par Activision et la licence Call of Duty, la création de cette gamme n'est pas juste là pour ravir les fans. On peut très bien imaginer qu'ils ont essayé d'attirer les plus jeunes vers la licence à partir de ces jouets. Mais bon, ça reste de la spéculation, je le précise. Je n'affirme rien ici, c'est une théorie. Quant à Mega, si on doit revenir sur les problèmes de cette gamme, paradoxalement, ça vient de sa plus grande force. Les designers ont carte blanche sur la conception, et donc ils ne produisent rien de pertinent. Ce que je veux dire, c'est que les sets produits sont hors sujet vis-à-vis de la tendance. La dernière vraie vague avec des sets diversifiés date de 2016, et dans les 8 ensembles proposés cette année-là, ils produisent des sets de jeux dont tout le monde se fiche. Et le pire, c'est qu'à partir de 2017, ils ne produiront plus que des ensembles basés sur le mode multijoueur, tout comme le monde zombie d'ailleurs. On est en 2017, et World War II nous a offert un mode très esthétique, mais non, toujours rien. Et puis des problèmes, il y en a un tas. On nous vend ça comme un collector series, mais les finitions sont véritablement catastrophiques. La peinture déborde, la qualité du plastique laisse à désirer, et c'est pas seulement sur les figurines. Les sets aussi. Si vous voulez, j'en reparle dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et pour finir, un point qui me paraît important, la gamme Call of Duty s'est toujours vendue comme n'importe quelle gamme de chez Mega. Et même s'ils ont essayé de placarder le mot collector absolument partout sur les boîtes et les notices, eh bien ils l'ont vendu comme n'importe quel autre jouet de leur catalogue. Par la suite, ils sortiront des Battle Packs. Et ça s'arrêtera là. En 2024, Mattel ferme Mega Brand pour ouvrir Mattel's Brick Shop. Je sais, vous vous attendiez pas à une vidéo comme ça. Et ne vous en faites pas, la vidéo de la semaine prochaine se focalisera uniquement sur la brique. Et ça, je vous le promets. Mais il me semblait pertinent de parler de tout ça.
de tout ce qui entoure cette licence avant d'aborder justement les briques. Mega Call of Duty n'est pas une aberration, c'est la conséquence logique de 20 ans de guerre transformés en divertissement. La violence fait partie de nous. Ce n'est pas un hasard si, depuis des millénaires, chaque société ou civilisation, à un moment donné, a inventé des jeux du cirque et des mises en scène de combats ou de conflits de domination. On a beaucoup entendu dire que les jeux vidéo rendaient violents. GTA, Call of Duty, Fortnite aussi apparemment. Mais alors, les jouets qui gravitent autour de ces univers, qu'est-ce qu'il en est? Les Lego Fortnite aussi, ça rend violent? Et les Mega Bloks Call of Duty? Ici, on parle de figurines militaires ultra réalistes, d'armes modernes fidèlement reproduites, de conflits fictifs mais volontairement ancrés dans une réalité contemporaine. La question se pose donc naturellement, ces jouets rendent-ils violents? Avoir possédé ces jouets vous a-t-il fait mal tourner? Avez-vous déjà agressé quelqu'un dans la rue parce que il vous a regardé de travers? Évidemment que non. Et c'est là, pour moi, la réponse. Le jouet n'a pas de limite en soi. Nous aimions ces jouets parce qu'ils étaient cool, parce qu'ils représentaient une époque, une mode, une esthétique, une culture populaire bien précise. Ils étaient le reflet de leur temps, rien de plus. Tout est une question de maturité, de contexte, et surtout d'accompagnement. Car au final, le jouet n'est qu'un miroir de notre humanité. Il ne crée pas la violence, il révèle ce que nous sommes déjà capables de comprendre, d'imaginer ou de dépasser. Construisez l'avenir, c'était Evie. Ciao. Flogging over Africa. Boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 9 and 25 days.